C'est parti. Donc, juste un petit rappel de mon côté pour rappeler le contexte dans lequel s'organise ce webinaire. Donc, en fait, on a un programme qui s'appelle Transition, sur lequel, en fait, on travaille 3 volets: le numérique, la transition écologique et les ressources humaines. Donc, nous, évidemment, aujourd'hui, c'est le programme Transition écologique qui nous permet d'organiser ce webinaire. Et c'est en fait un programme qui est financé par l'Union européenne, mais également par la région Centre-Val de Loire. En fait, dans ce programme-là, on peut accompagner de façon individuelle les entreprises en réalisant un diagnostic un peu 360 sur leur transition écologique. Ça permet de faire le point et de prioriser avec elles des actions et de leur proposer donc un plan d'action personnalisé. Et puis après, on a aussi du temps à passer avec elles sur la partie mise en œuvre. Donc, on va leur proposer des méthodes, des outils, on va les aider à faire des recherches de financement et puis aussi de la mise en relation. Et on suivra également du coup la mise en œuvre de ces actions-là. Et donc, en parallèle de ça, on a aussi des accompagnements collectifs. Donc, c'est pour ça qu'on peut organiser ce webinaire aujourd'hui. Mais on peut aussi faire des ateliers en présentiel sur différentes thématiques ou d'autres événements. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous avez des idées ou des besoins sur n'importe quel sujet, n'hésitez pas à m'en parler. On pourra organiser des ateliers sur ces sujets-là par la suite. Donc, le webinaire se déroulera de la façon suivante. Donc, tout d'abord, merci à Réseau Vrac et Réemploi qui a accepté aujourd'hui d'intervenir sur le sujet. Donc, on aura une petite présentation du réseau dans un premier temps. Puis, voilà, le Réseau Vrac présentera également la convention de partenariat qu'il y a avec la région Centre-Val de Loire également. Et puis après, on laissera la parole donc à Lucia qui nous présentera le cadre réglementaire. Et puis enfin, on aura nos témoignages d'entreprise. Donc, on aura Consignez-moi et Berry Grain qui témoigneront, mais on aura l'occasion de les présenter donc en fin de webinaire. Donc, Léa, à toi la parole. Merci beaucoup. Alors, pour information, je ne sais pas si c'est que moi, mais on ne voit pas le support. Je ne sais pas si tu l'as bien partagé ou pas. Oui, il est partagé. Mince. Pas de souci. Moi, il était partagé. Alors, je vais recommencer. Mais peut-être que c'est un souci de mon côté, hein. Je ne sais pas si les autres vous voyez ou pas le support. Mais sinon, le temps que tu réessayes peut-être. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis Léa, chargée de mission, en effet, sur la partie vrac et réemploi pour la région Centre-Val de Loire. Donc, je vais parler un peu de l'association pour laquelle je travaille. Et ensuite, je vous présenterai en effet rapidement la convention de partenariat. Ouais, c'est en train de charger, Léa, merci. C'est bon. Ok. Super. Eh bien, toutes mes excuses. Pas de souci, t'inquiète pas. Donc, l'association Réseau Vrac et Réemploi, donc, fondée en 2016, c'est la fédération de filière, donc la fédération des professionnels de la vente en vrac et du réemploi des emballages. Donc, aujourd'hui, on est une équipe opérationnelle, on est 10 salariés à l'échelle nationale. On est représenté par un conseil d'administration élu de 15 professionnels de la filière. Parmi nos adhérents, on en a à peu près 900 à l'échelle nationale, hein, sur le territoire français. Ils sont réunis dans 3 collèges. Donc, un premier collège que l'on appelle producteur, ça va être ceux qui fournissent le produit en vrac, donc, ou le contenant réemployable par exemple, hein. Ça peut être des agriculteurs, des savonniers, etc. Ensuite, de l'autre côté de la chaîne, nous avons les distributeurs metteurs en marché, donc les commerces. Et entre, nous avons le collège que l'on appelle opérateur de réemploi ou apporteur de solutions. Donc, ça va être les stations de lavage de bouteilles consignées, les opérateurs de systèmes logistiques, les logiciels de traçabilité, etc. En fait, ceux qui interviennent entre le moment où le produit sort de l'atelier, on va dire, et le moment où il est vendu. On a 3 temps forts à l'échelle nationale. Le mois du vrac et du réemploi en mars chaque année. Le prochain aura donc lieu en mars 2025. C'est un temps fort de communication auprès des citoyens pour inciter les citoyens à adopter les gestes du vrac et du réemploi. Le salon qui a lieu chaque année pendant le mois de mai, qui est un salon cette fois-ci exclusivement professionnel. Donc, c'est vraiment un lieu où se rencontrent tous les professionnels de la filière du vrac et du réemploi. Et enfin, les trophées au mois de novembre pour récompenser les innovations dans notre filière. Nos missions, donc à l'échelle nationale, on dit souvent qu'on a 3 grandes missions. Tu peux passer la slide là, s'il te plaît. Merci. La première, c'est structurer, donc à
travailler au cadrage de notre filière. Donc, c'est notre rôle de fédération, donc porter la voix de nos adhérents auprès des instances. Lucia fait beaucoup d'actions de lobbying pour que les lois continuent d'évoluer en faveur de la fin de l'emballage jetable et du développement du vrac et du réemploi. On fait aussi beaucoup de groupes de travail en interne sur des sujets techniques. On peut apporter de la formation, de l'information sur nos sujets. Ensuite, on a une grande mission d'encouragement au développement de la filière. Donc, ça va être par le salon, qui est un très grand temps fort pour nous, où les professionnels se rencontrent. On fait beaucoup de mise en réseau, on fait des temps de rencontre, évidemment, entre nos adhérents et partenaires également. On produit des outils, des études spécifiques pour nos adhérents, notamment sur la partie, par exemple, commerciale, marché. On vient de publier récemment un baromètre économique de la filière que nous avions construit avec le cabinet Deloitte. Et enfin, notre dernière grande mission à l'échelle nationale toujours, c'est donc la promotion de la filière. L'idée, c'est vraiment de faire connaître la filière du vrac et du réemploi des emballages. Donc, on s'adresse à tous les publics, les citoyens, je vous en parlais à l'occasion notamment du mois du vrac, du réemploi, et puis par de la sensibilisation avec des outils pédagogiques dédiés. Mais on fait aussi de la prise de parole auprès de tout type de public. Ça peut être, on répond à des demandes de journalistes, on peut prendre la parole dans des conférences, tables rondes, etc. À l'échelle locale, donc, je vous le disais, en région Centre-Val de Loire, nous avons signé une convention de partenariat. Et moi, mon poste, c'est vraiment tourné vers la région Centre-Val de Loire. Alors, l'objet, en fait, de cette convention, c'est que, donc, à partir de 2020, le réseau VRAC et Réemploi a commencé à travailler avec plusieurs régions, puisqu'on est la seule association en France à avoir les compétences et l'expertise de cette filière-là. Donc, les régions et Centre-Val de Loire n'y fait pas défaut, ont souvent des objectifs assez ambitieux dans leurs schémas territoriaux de réduction des emballages, de réduction du gaspillage alimentaire, de réduction des déchets. Donc, en fait, elles cherchent à avoir un accompagnement sur certains sujets. C'est le cas en Centre-Val de Loire, vous le voyez, qui a des ambitions assez fortes de réduction des déchets sur son territoire. Nous, on a une quarantaine d'adhérents ici en local en Centre-Val de Loire. Et puis, on a la COP régionale qui est un espace d'échange privilégié, en fait, pour que toutes les parties prenantes d'une même filière échangent pour travailler sur un sujet de la transition écologique et sociale. C'est ce qui s'est passé pour nous. Donc, on s'est rencontrés pour la première fois en 2021 et en 2022, nous avons fondé une coalition VRAC, donc coordonnée par Réseau VRAC et Réemploi, au sein de la COP régionale. Autour de la table, il y avait toutes les parties prenantes locales de la filière, donc nos adhérents, qui sont les professionnels du vrac et du réemploi, mais aussi des territoires, des collectivités, la région évidemment, l'ADEME, des institutions comme l'ADEME, et puis des membres du tissu associatif professionnel, des fédérations de filières, et aussi citoyens, puisque les antennes locales de l'association Zero Waste, pour celles et ceux qui connaissent, étaient également présents. Ensemble, tout ce collectif, ce consortium d'acteurs a rédigé un plan d'action qui aujourd'hui incarne la feuille de route de la convention de partenariat. Donc l'objet global, c'est structurer et développer la filière vrac et réemploi en région. Le plan d'action, il sert en gros 5 objectifs. Donc soutenir les adhérents en local, accompagner les acteurs économiques dans le changement et vers le vrac et le réemploi, travailler sur la communication, donc donner plus de visibilité à la filière et travailler également avec les territoires qui sont des relais très importants pour nous. Aujourd'hui, ce webinaire, il a lieu dans le cadre du 3e objectif que vous voyez affiché à l'écran sur la professionnalisation et l'accompagnement des acteurs économiques vers le vrac et le réemploi. Et un petit peu plus précisément encore, il y a une action dans ce plan d'action qui s'intitule organiser, si tu peux afficher s'il te plaît, je ne la connais pas par cœur la phrase là, merci, organiser et animer des réunions d'information sur le vrac et le réemploi pour inciter les acteurs économiques à passer à ces modes de distribution. Voilà un peu pour le contexte global. On aura un temps d'échange à la fin aussi si vous souhaitez en savoir plus sur le projet régional et l'accompagnement potentiel pour des acteurs de la région. Mais je vais laisser la parole à Lucia pour la partie réglementaire. Alors, bonjour à toutes. Lucia Pereira, donc directrice des affaires réglementaires de l'association. Je vais donc vous présenter, je crois que j'ai la main sur... Ah non, je ne peux pas. Je vais donc vous parler du cadre réglementaire. Est-ce que tu peux passer la slide, s'il te plaît? Et voilà. Donc, on a en France... Je vais vous parler un peu du cadre français et du cadre européen sur le réemploi et le vrac. Je vais commencer par la France. Donc, on a en France un cadre qui est plutôt favorable au développement du réemploi des emballages.
depuis notamment la loi AGEC et la loi Climat Résilience, donc 2020-2021. La loi AGEC et ses textes d'application sont venus fixer des objectifs ambitieux, dont un objectif global de réduction des emballages plastiques à usage unique d'ici fin 2025, dont la moitié doit être obtenue par recours au réemploi. Et d'ici 2040, la loi prévoit que ça doit être la fin des emballages plastiques à usage unique. On a par ailleurs un objectif de réduction de 50% des bouteilles en plastique à usage unique mises en marché d'ici 2030. Donc là, vous voyez, ce sont des objectifs globaux qui concernent la réduction du plastique à usage unique, avec une obligation de recourir au réemploi pour réduire ces emballages plastiques à usage unique. Donc, pour réduire les emballages plastiques à usage unique, les metteurs en marché vont avoir deux possibilités. Soit ils vont faire de la substitution, donc ils vont passer du plastique à un autre emballage, ça peut être le carton ou l'aluminium ou l'inox, mais ils pourront aussi faire du réemploi, c'est-à-dire du plastique réemployable. Pour votre information, les députés Véronique Rioton et Philippe Delautrette ont entamé l'année dernière une mission de suivi de l'application de la loi AGEC pour évaluer un peu où en était la France sur l'atteinte de ses objectifs. Le rapport d'information de cette mission est paru le 29 mai. Il est très intéressant à lire. Il montre notamment des failles dans la loi AGEC, notamment en termes de sanctions et d'habilité au contrôle, c'est-à-dire qui doit contrôler, quelle autorité, quelle instance doit contrôler l'atteinte de ces objectifs. Et on a dans ce rapport des propositions de leviers et d'outils pour venir combler ces failles. Donc c'est un rapport qui est très intéressant, dont on va évidemment essayer d'appliquer les recommandations malgré malheureusement le contexte politique qui aujourd'hui freine un peu les actions qu'on souhaite mettre en place. Vas-y Léa, tu peux avancer. Donc je continue sur la loi AGEC. En plus des deux obligations, objectifs que je vous ai cités sur le plastique, on a ensuite des objectifs de réemploi plus spécifiques. Donc, par exemple, à partir de janvier 2023, nous avons l'interdiction de la vaisselle jetable pour les repas pris sur place dans les établissements de la restauration. Donc, cette vaisselle jetable doit être remplacée par des emballages réemployables. Depuis le 1er janvier 2022, on a également une obligation d'utiliser des contenants réemployables pour le portage de repas à domicile. Donc là, c'est une obligation qui va être portée par les collectivités locales qui gèrent ces services de portage de repas à domicile. Et enfin, on a l'obligation générale depuis le 1er janvier 2022 pour l'État de ne plus acheter de plastique à usage unique en vue d'une utilisation sur les lieux de travail et dans les événements qu'il organise. Vas-y, tu peux passer. Alors, concernant maintenant les obligations de réemploi qui ont été imposées par la loi Climat et Résilience, donc qui viennent un peu appuyer les obligations de la loi AGEC. La loi Climat impose à l'État de réaliser des études, dans ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie, des ACV, pour venir montrer que le réemploi des emballages a un impact environnemental positif par rapport à l'usage unique. On a la première, donc le volet A de l'étude qui est paru en juin 2023 et qui vient comparer le réemploi des emballages en verre versus l'utilisation d'emballages en verre à usage unique. Et on a donc le volet B qui vient faire le même exercice, mais sur les autres matériaux, donc le plastique, toutes les formes de plastique et l'aluminium et l'inox, qui donc le volet va sortir très bientôt, puisque nous avons eu une réunion lundi où l'ADEME a présenté les résultats de ce volet B et ils vont être publiés incessamment sous peu. Dans le premier cas, volet A, on a de larges résultats positifs en faveur du réemploi du verre.
Et sur le volet B, on a plusieurs scénarios où le réemploi des emballages autres matériaux présente également un bilan environnemental positif. Donc ça vient confirmer qu'effectivement, le réemploi des emballages a un impact positif par rapport à l'usage unique. Ça paraissait assez évident, mais il y a eu beaucoup d'études, notamment privées, qui ont été publiées par des acteurs qui ont été des acteurs et des lobbies industriels pour montrer que l'usage unique était plus intéressant environnementalement. Donc il était important d'avoir des études officielles pour venir stopper ces discours. À compter du 1er janvier 2025, c'est toujours la loi climat-résilience, on a une obligation pour les services de restauration collective, que ce soit des services gérés par des acteurs publics ou privés, et qui ont de la vente à emporter, de proposer de servir les consommateurs dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables. Et pour votre information, l'ADEME a publié un appel à projet pour les fabricants d'emballages réemployables qui vient soutenir l'innovation sur les contenants alimentaires réemployables pour la restauration collective. Et en particulier, pour venir apporter des solutions aux cuisines centrales ou aux restaurants scolaires afin de remplacer les emballages à usage unique dans ces établissements. Donc cette étude, je pense qu'il y a d'autres éléments sur la slide, si tu peux faire entrer. Voilà. Donc cet appel à projet finance des études de faisabilité et des expérimentations pour les fabricants d'emballages qui proposent des services à ces établissements-là. La date pour déposer les dossiers de candidature va jusqu'au 24 octobre 2024. Et donc, les entreprises cibles, ce sont les fabricants d'emballages et de contenants. Je pourrais vous mettre le lien vers l'appel à projet tout à l'heure. Vas-y, tu peux avancer. Alors, ce que je viens de vous donner là, c'est des obligations qui s'imposent à la France. Ce sont des objectifs et des obligations qui s'imposent à la France. La loi AGEC a également prévu des obligations de réemploi qui s'imposent directement aux producteurs. C'est le décret sur la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché, qui est donc paru en 2022. C'est un texte d'application de la loi AGEC, qui est donc venu fixer une obligation d'ici 2027 pour tous les metteurs en marché de mettre au moins 10% d'emballages réemployés sur le marché. Donc cette obligation, elle s'applique de manière progressive puisque les metteurs en marché qui ont un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros ont déjà une obligation de mise en marché d'au moins 5% d'emballages réemployés depuis 2023. Et ça s'applique progressivement à tout le monde jusqu'en 2027 où on doit atteindre le nombre de 10%. L'ADEME a publié une étude parce qu'aujourd'hui, on sait comptabiliser les emballages recyclés, mais à date, on ne savait pas comptabiliser les emballages réemployés. Et donc, l'ADEME est venue indiquer la méthode de comptabilisation des emballages réemployés. Donc, pareil, ça, c'est une étude qui est disponible sur le site de l'ADEME, publiée en février 2023. Et par ailleurs, l'ADEME étudie fréquemment les potentiels de développement par secteur des marges de réemploi. Donc, on a par secteur d'activité des études qui viennent dire, voilà, par exemple, sur le secteur des vins, en 2023, on était à, je dis n'importe quoi, 5% d'emballage réemployé. Et voilà quelles sont les marges de progression jusqu'en 2027, au regard notamment des freins qui existent dans chacun des secteurs d'activité. Donc, cette étude, elle est également disponible sur le site de la médiathèque, de l'ADEME. Pour information sur ces obligations de réemploi, en septembre 2023, l'ADEME va publier une estimation du volume d'emballage réemployé à date, donc en septembre 2024, par rapport aux déclarations que les metteurs en marché ont fait en 2023 sur leurs emballages. Et donc, on aura une première estimation en septembre 2024 du nombre d'emballages réemployés qui existent en France. En sachant que nous, au sein de Réseau Vrac et Réemploi, on a fait réaliser un baromètre sur la filière du vrac et du réemploi qui donne des éléments chiffrés
mais qui sont, c'est un baromètre un peu estimatif et on attend vraiment les chiffres officiels de l'ADEME pour venir publier un baromètre stabilisé. Vas-y, tu peux avancer. Alors là, je vous ai mis la définition de emballage réemployable et emballage réemployé pour que vous connaissiez un peu la différence, en sachant que l'obligation de 10% d'emballage en 2027 s'applique bien aux emballages réemployés. Donc, c'est bien 10% d'emballages réemployés en 2027, c'est-à-dire des emballages qui ont déjà accompli au moins un circuit de réemploi. Alors qu'un emballage réemployable, c'est un emballage qui, sur sa fiche technique, est garanti réemployable, mais il faut que derrière, il y ait des dispositifs qui soient mis en place pour assurer le réemploi effectif de l'emballage. Ça peut être des dispositifs de consigne, de gratification, de collecte, qui vont permettre le réemploi de l'emballage. Donc, ce n'est pas parce qu'on met un emballage réemployable sur le marché qu'il est vraiment réemployé. Donc, la comptabilisation, elle porte vraiment sur l'emballage réemployé. Vas-y, tu peux avancer. Alors, pour atteindre ces obligations d'emballage réemployé, les metteurs en marché ont deux possibilités. Ils ont soit le réemploi par le professionnel, soit le réemploi par le consommateur. Donc ça, c'est pareil, c'est le décret 3R, 3R pour réemploi, réduction, réemploi, recyclage, qui vient donner les deux modalités de réemploi qui s'offrent aux metteurs en marché pour atteindre leur obligation. Donc le réemploi par le professionnel, en fait, c'est ce que nous, on appelle le préemballé réemployable. C'est-à-dire que le metteur en marché, au lieu d'emballer son produit dans un emballage à usage unique, eh bien, il va acheter un emballage réemployable à la place de l'emballage à usage unique. Une fois qu'il aura mis son produit dans un emballage réemployable, il va s'assurer que son produit est ensuite vendu à un distributeur qui permet la collecte des emballages vides et que ces emballages vides sont ensuite collectés, lavés et remis en circuit pour qu'ils puissent être ensuite re-remplis par les professionnels. Donc ça, c'est le réemploi par le professionnel. Et on a aussi le réemploi par le consommateur. Donc dans ce cas-là, l'emballage ne retourne pas chez le professionnel, n'est pas collecté par le distributeur, n'est pas lavé par un professionnel. Il est simplement bien réemployable, mais il est pris en charge par le consommateur, c'est-à-dire que c'est le consommateur qui va le remplir au point de vente et le laver chez lui et le ramener. Donc ça, c'est la vente en vrac. Et on a une autre modalité de réemploi que Réseau Vrac et Réemploi ne soutient pas, mais qui existe, donc je vous la signale, c'est la recharge. Donc la recharge, c'est le fameux berlingot, c'est-à-dire que le metteur en marché va proposer ses produits emballés dans des emballages qu'on appelle des emballages parents, qui vont rester chez le consommateur, et le consommateur va les recharger au moyen d'un berlingot qu'il va acheter chez le distributeur. Mais ce berlingot constitue toujours un emballage à usage unique, même s'il est éco-conçu et réduit. Mais pour autant, vu qu'il y a toujours un emballage à usage unique dans la recharge et le berlingot, donc nous, on ne soutient pas cette modalité de réemploi. Donc pour nous, on recommande donc aux metteurs en marché d'aller soit vers le préemballé consigné, soit vers la vente en vrac. Vas-y, tu peux y aller. Donc là, on vous a mis un petit schéma sur le circuit des deux modalités de réemploi qu'on soutient. À droite, c'est un extrait de notre baromètre. Alors, ce n'est pas très clair, mais je pourrais vous mettre le lien vers le baromètre pour que vous puissiez le consulter. À droite du schéma, vous avez les deux boucles de réemploi. En bleu, c'est le réemploi par le professionnel avec les emballages qui donc vont repartir dans la boucle amont vers les collecteurs, vers les laveurs, et qui vont revenir vers les metteurs en marché. Alors que la boucle verte, c'est la vente en vrac, où le consommateur garde son emballage et c'est lui qui assure le réemploi de l'emballage. Et donc ce schéma vous permet aussi un petit peu de voir un peu tous les opérateurs qui sont concernés par ces deux modalités de réemploi, et notamment la boucle du réemploi par le professionnel, qui implique, vous voyez, un bon nombre d'acteurs en amont,
pour assurer à la fois la reprise, la collecte, le lavage des emballages, et avec un sujet de modèle économique, hein, puisque vous savez que pour que le réemploi soit efficient, il faut que le consommateur l'achète à un prix qui soit moins cher ou au moins pas plus cher qu'un produit emballé à usage unique. Or, vous voyez que dans ces boucles, on ajoute quand même beaucoup d'opérateurs et d'acteurs. Donc, ça vient évidemment impacter le coût du réemploi. Donc, aujourd'hui, très clairement, le modèle économique du réemploi, s'il n'était pas soutenu par l'État et notamment par les éco-organismes, ben, il ne tiendrait pas, hein, puisque ça serait beaucoup plus cher pour le consommateur. Et donc, on va voir effectivement comment l'émergence de ce marché du réemploi est soutenue pour les différents acteurs. Quand on parle des 10% d'emballages réemployés, il faut bien que vous ayez en tête que ça concerne toutes les typologies d'emballage. C'est-à-dire que demain, je prends l'exemple d'un Coca-Cola, par exemple, il pourra avoir atteint 10% d'emballages réemployés avec l'ensemble des emballages qu'il utilise. Donc, les emballages primaires, ceux qui vont aller chez le consommateur en quelque sorte, les emballages secondaires qui permettent de regrouper les emballages primaires et les emballages tertiaires qui sont donc les emballages de transport. L'ensemble de ces emballages doivent transitionner vers du réemploi et les 10% concernent bien l'ensemble des emballages primaires, secondaires et tertiaires. Alors, sur le terrain, le réemploi par le professionnel existe déjà. Tu peux avancer, Léa. En attendant, finalement, notamment la sortie des emballages standards, et ça, je vous en parlerai tout à l'heure, puisque pour que le réemploi par le professionnel puisse exister et puisse être efficient, ça nécessite de standardiser notamment les emballages réemployables. En attendant ces standardisations, les acteurs sur le terrain ont commencé à effectuer du réemploi afin de pouvoir être dans les clous en 2027. Donc aujourd'hui, on a déjà des boucles locales de réemploi qui existent entre des producteurs, alors plutôt des petits producteurs engagés, et des distributeurs, également plutôt des distributeurs engagés, donc des enseignes type magasin bio, Biocoop, etc. Et des petits producteurs de vin, des petits producteurs de miel, des petits producteurs de cidre et de bière. Donc, on a dans chaque région un maillage avec des opérateurs de réemploi, des laveurs notamment, qui vont accompagner ces petits producteurs vers le réemploi. Et ils les accompagnent en leur donnant notamment des indications sur les emballages qui peuvent être collectés, lavés dans les équipements de lavage sur l'ensemble du territoire national. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la gamme réseau vrac et réemploi d'emballages réemployables qui circulent au sein de ces boucles locales. Et donc, ces emballages, aujourd'hui, on les reconnaît parce qu'ils portent un pictogramme, qui est donc le pictogramme réseau vrac et réemploi, rapportez-moi pour réemploi. Donc, on a déjà des petites boucles locales de réemploi, mais effectivement, on n'a pas aujourd'hui de dispositif national de réemploi comme on a des dispositifs nationaux de recyclage. Et c'est le travail qui est en train de mettre en place Citeo, dans la mesure où aujourd'hui la loi n'impose pas la consigne pour réemploi. On avait eu des messages un peu en ce sens en 2023, mais ça n'a pas abouti à une obligation de consigne pour réemploi. Dans la mesure où on n'a pas non plus en France une obligation pour les distributeurs de collecter les emballages, de récupérer les emballages vides, bah, on a une difficulté à embarquer les grandes marques nationales et les grands distributeurs sur ces obligations. Citeo est en train d'essayer d'embarquer ces grandes marques et ces distributeurs. C'est le projet Reuse que vous connaissez peut-être, qui vise à développer un dispositif national opérationnel de réemploi entre les grandes marques et les grands distributeurs. Et ce dispositif, il est centré sur une obligation de consigne, donc ces emballages seront consignés, et une obligation de reprise pour les distributeurs qui seront associés volontairement à ce dispositif qui est donc bien volontaire et pas obligatoire. Et donc, il fonctionnera sur la base des emballages standards que Citeo est en train de définir. Donc, vous voyez, je vous ai mis des photos des 4 emballages standards qui sont déjà définis. Donc, on a une bouteille à goulot large, 2 pots et une bouteille de bière.
avec un marquage Air-Cœur pour montrer au consommateur que la bouteille est réemployable et qu'elle ne doit pas aller dans la poubelle jaune. Et voilà, et Citeo et l'Eco, hein, l'autre éco-organisme, sont en train de développer d'autres emballages réemployables standards qui vont venir compléter ces quatre-là. Donc ces quatre-là, pour votre information, vont être mis en marché en avril-mai 2025 de l'année prochaine, dans le cadre d'une activation régionale, donc du projet Reuse, dans le Grand Ouest et dans le Grand Nord de la France. Et on espère que d'ici 2025, le dispositif sera opérationnel au niveau national et que la grande majorité des producteurs auront transitionné vers ces emballages standards. Donc voilà, ça c'est ce qui existe aujourd'hui au niveau du réemploi des emballages ménagers en France, en sachant qu'au niveau de la CHR, les emballages réemployables le marché du réemploi est beaucoup plus développé et que sur le marché, par contre, des emballages ménagers en GMS, il nécessite encore du soutien. Vas-y, tu peux avancer. Alors, avant de vous parler des soutiens des éco-organismes, je vous parle un peu de la vente en vrac, qui est une autre modalité de réemploi et qui, dans certains cas, peut être beaucoup plus simple et moins cher à mettre en place pour le metteur en marché. Vous avez vu que dans le cadre de la vente en vrac, on n'a pas tous les coûts additionnels de reprise, de lavage, de collecte des emballages. C'est bien le consommateur qui va réemployer lui-même l'emballage. Donc pour le vrac, le metteur en marché doit juste adapter, enfin juste, ça nécessite un coût de départ, mais adapter sa ligne de production pour pouvoir emballer ses produits dans des emballages, de haut format, de grand format. Ces emballages sont mis en vente dans les points de vente et le consommateur, c'est lui qui va réemployer le contenant. Donc, on a une définition de la vente en vrac dans le Code de la consommation depuis 2020 grâce à la loi AGEC avec 3 critères précis. Le fait que les produits puissent être achetés dans des emballages réemployables, que le consommateur puisse acheter la quantité qu'il souhaite, ce qui lui permet au consommateur d'ajuster son budget aux besoins. Donc, il n'a pas l'obligation d'acheter une quantité imposée. Et la vente en vrac, elle peut se faire soit en libre service, soit en service assisté. Vas-y, tu peux avancer. Sur la vente en vrac, on a un cadre législatif qui est aussi très favorable, en tout cas qu'il était jusqu'à présent, avec donc 2 lois, la loi AGEC, la loi climat, plusieurs textes d'application. On a un décret vrac qui est sorti en août 2023 qui vient lister les produits interdits ou restreints, qui vient poser la notion de dispositif de distribution adapté pour la vente de produits en vrac périssables, cosmétiques et détergents. Une obligation pour les syndicats qui portent des cahiers des charges de produits sous AOP et IGP d'adapter les cahiers des charges de ces produits pour permettre leur vente en vrac. On a la loi climat qui est venue imposer au commerce de plus de 400 mètres carrés de dédier d'ici 2030 au moins 20% de leur surface de vente à la vente de produits sans emballage, y compris en vrac. Et on attend un décret d'application de ce texte. On a aussi un arrêté qui doit venir expérimenter le développement de la vente en vrac dans les commerces de moins de 400 mètres carrés. On a 3 études, dont une ACV de l'ADEME qui a été publiée en 2020, qui vient évaluer le vrac versus le préemballé, donc sur différentes typologies de produits, et qui vient montrer que dans la mesure où le vrac est bien opéré, que les bonnes pratiques d'hygiène sont respectées, eh bien, la vente en vrac a un impact environnemental moins important que la vente d'un même produit préemballé. Et voilà, et des contrôles de la DGCCRF, notamment sur la cosmétique et l'alimentaire. On a, tu peux avancer Léa, un droit du consommateur aujourd'hui qui est confirmé dans le Code de la consommation sur la possibilité pour le consommateur d'utiliser des contenants réemployables pour être servis dans un point de vente. Donc ça peut être dans un commerce de bouche, dans une GMS. Les GMS ont même l'obligation de mettre à la disposition des contenants réemployables à la place des contenants à usage unique. Je pense notamment dans les rayons à la coupe, quand vous allez acheter votre salade de carottes râpées, par exemple.
Vous devez normalement avoir une alternative réemployable par rapport aux barquettes en plastique. Et voilà l'article qui consacre le droit du consommateur d'être servi dans un contenant et qui, par ailleurs, responsabilise le consommateur. On a souvent eu la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe si un consommateur lave mal son contenant ou s'il utilise mal son contenant, qui est responsable? Et on a réussi à avoir dans le Code de la consommation un article qui dit que le consommateur qui décide d'acheter en vrac accepte d'assumer la responsabilité de l'hygiène et de l'aptitude du contenant à partir du moment où, dans le point de vente, on a un affichage qui informe le consommateur sur les règles de nettoyage et d'aptitude des contenants. Alors nous, on offre à nos adhérents des modèles d'affichage pour les points de vente afin que la responsabilité puisse être légalement transférée au consommateur. On a également une obligation pour les vendeurs de boissons à emporter d'adopter une tarification plus basse lorsque le consommateur vient avec un contenant réemployable pour acheter un café ou une boisson à emporter. Vas-y, tu peux avancer. On a plusieurs projets en cours et on espère qu'ils vont avancer malgré le contexte politique. Donc, des lignes directrices qui vont sortir à destination des professionnels sur les bonnes pratiques de la vente en vrac pour la cosmétique. Un guide des bonnes pratiques de la vente en vrac, des bonnes pratiques d'hygiène de la vente en vrac spécifique au vrac qui a été notifié à la DGAL, rédigé par nous et par la FCD et qui est en cours de validation. On travaille pour lever l'interdiction du libre service sur l'huile d'olive. Aujourd'hui, l'huile d'olive, c'est un des produits qui ne peut pas être vendu en vrac en service assisté. C'est obligatoirement le commerçant qui doit venir servir. Et on travaille pour lever ce frein qui ne nous paraît pas justifié. Et on travaille également pour lever les interdictions européennes à la vente en vrac sur le lait, les compléments alimentaires, les produits de nutrition spécialisés et les produits surgelés. C'est des textes européens qui ont été adoptés à une époque où on n'imaginait pas que les produits pourraient être vendus sans emballage et qui donc de fait imposent un emballage du produit et donc de fait viennent interdire le vrac. Donc on travaille pour lever ces freins. Vas-y, tu peux avancer. Alors pour revenir maintenant au rôle des éco-organismes qui viennent donc soutenir le modèle du réemploi, le marché du réemploi qui est un marché émergent et qui a besoin de soutien, comme je vous le disais, pour notamment être en concurrence juste avec le modèle du préemballé à usage unique qui existe depuis maintenant plus de 40 ans. Aujourd'hui, nous, le modèle du réemploi, il naît et donc évidemment, il est beaucoup plus cher que le modèle préemballé à usage unique. Donc, la loi AGEC est venue imposer notamment aux éco-organismes de soutenir ce marché du réemploi. Donc, il y a plusieurs éléments qui permettent ce soutien. D'abord, une prime pour les metteurs en marché qui passent au réemploi. Donc, vous savez que les metteurs en marché ont l'obligation d'adhérer à un éco-organisme. Donc, pour les emballages ménagers, c'est Citeo et l'Eco. Pour les emballages professionnels de la restauration, c'est Citeo Pro, il n'y a qu'un seul éco-organisme. Pour les emballages industriels et commerciaux, donc secondaires et tertiaires, on a une REP qui est en cours de construction et on aura un éco-organisme en 2025. Donc, les metteurs en marché doivent obligatoirement adhérer à ces éco-organismes. Quand ils adhèrent à ces éco-organismes, ils payent une éco-contribution, c'est une cotisation en fait, dont le montant dépend du volume d'emballage qu'ils mettent en marché. Donc, plus ils vont mettre d'emballage en marché, plus ils vont payer cher. Et donc, le montant de cette cotisation va être éco-modulé en fonction notamment du caractère réemployable des emballages qu'ils mettent en marché. Donc ça, c'est pour venir inciter les metteurs en marché à acheter des emballages réemployables ou à passer au vrac plutôt que de mettre leurs produits dans des emballages à usage unique. Donc, s'il achète, je prends un producteur de vin qui, au lieu de mettre son vin dans une bouteille de verre à usage unique, le met dans une bouteille de verre réemployable, eh bien, il va avoir une prime sur cet emballage réemployable de 100%. C'est-à-dire que pour cet emballage réemployable, il ne paiera pas d'éco-contribution. Donc, ça veut dire que dans un monde parfait où
un metteur en marché ne met ses produits que dans des emballages réemployables, eh ben, il paye 0 à l'éco-organisme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la prime sur les emballages réemployables. Donc la prime, elle est de 100% sur les standards et de 50% sur les non-standards. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de standard encore en marché, de standard éco-organisme sur le marché, hein, je vous l'ai dit qu'ils allaient arriver en 2025 et ils sont en retard, eh bien, les deux éco-organismes appliquent déjà 100% de prime pour tous les emballages réemployables, qu'ils soient standards ou pas. Ensuite, les éco-organismes ont l'obligation de soutenir les coûts de collecte. Vous avez vu quand je vous ai montré la boucle du réemploi, les emballages, une fois qu'ils ont été consommés par les consommateurs, rapportés par les consommateurs au point de vente, déconsignés, eh bien, ils doivent être ensuite collectés, triés, lavés, et tout ça avec des transporteurs qui permettent le transport entre chaque opérateur, hein, tri, massification, collecte, lavage et retour chez le metteur en marché. Donc tout ça, ça a un coût. C'est ce qu'on appelle les coûts de collecte. Les éco-organismes doivent venir financer ces coûts de collecte des emballages vides réemployés jusqu'à un centre de massification. Et ils doivent également soutenir les coûts de lavage si nécessaire pour atteindre les objectifs du cahier des charges. Donc pour information, ces soutiens-là, c'est la première année qu'ils vont être mis en place. Et les éco-organismes sont en train de discuter entre eux, puisqu'il y a une obligation entre les deux éco-organismes, Citeo et l'Éco, d'équilibrer les coûts au regard du volume que chacun représente, hein. Et donc, normalement, nous connaîtrons les coûts de soutien cet été. C'est important, ces coûts de soutien, parce que c'est grâce à ces coûts de soutien qu'on aura des produits préemballés, consignés en magasin, moins chers qu'un même produit emballé dans un emballage à usage unique. Par ailleurs, les éco-organismes ont l'obligation de dédier 5% de leur chiffre d'affaires, donc des éco-contributions dont je vous parlais, au développement de solutions de réemploi. Donc, pour info, 5% en 2023, ça correspondait pour Citeo à 100 millions d'euros et pour l'Éco à 1 million d'euros. Donc, vous voyez que les deux éco-organismes n'ont pas le même montant de chiffre d'affaires. Sur ces 100 millions d'euros, Citeo, en 2023, a dépensé 39 millions d'euros. Et donc, ils ont l'obligation de basculer les 70 millions non dépensés, enfin 60 millions plutôt non dépensés, sur 2024. Donc, en 2024, Citeo annonce 100 millions d'euros encore dans le cadre d'appels à projets, d'appels d'offres, d'appels à manifestation d'intérêt, et je vais vous en parler un petit peu plus. Mais dans le cadre de ces appels à projets, ce qui peut être financé pour les metteurs en marché, par exemple, c'est l'achat d'un parc d'emballage réemployable. C'est le fait pour les metteurs en marché de devoir adapter leur ligne de conditionnement à ces emballages. C'est aussi le fait pour les producteurs de devoir acheter des nouvelles étiquettes adaptées au réemploi. On a par ailleurs des appels d'offres spécifiques pour les apporteurs de solutions du réemploi et on a aussi des appels d'offres spécifiques pour les collectivités locales qui doivent aussi, on l'a vu en début de présentation, qui ont aussi des obligations de réemploi, que ce soit sur le service de portage de repas à domicile ou sur la restauration collective. Vas-y, tu peux y aller, Léa. Donc, sur la restauration, notamment, je vous ai fait un petit focus sur les financements. Donc, il y a un AMI spécifique pour la restauration et qui est ouvert aux collectivités locales et dont l'objectif est d'améliorer la collecte et le réemploi d'emballages pour les professionnels de la restauration, que ce soit la restauration de vente à emporter ou portage à domicile. Donc ça, cet AMI est ouvert et donc moi, j'invite vraiment les collectivités locales à vérifier si elles sont éligibles, si leurs projets, aujourd'hui j'imagine que toutes les collectivités locales ont des projets de réemploi et de vérifier si ces projets peuvent être soutenus, financés par ces AMI, que ce soit les AMI Citeo ou l'Éco. Et par ailleurs, il y a aussi des projets financés dans les campagnes de communication, notamment pour les fédérations professionnelles. Donc voilà, pour l'accompagnement pour ces
ces AMI, c'est vraiment l'objectif, c'est de développer des emballages réemployables standardisés, notamment pour la restauration. C'est de financer des études consommateurs et c'est d'accompagner aussi, de faire des accompagnements personnalisés, que ce soit sur des conseils, de l'expertise, de la R&D, quand il y a encore besoin de faire de la R&D. Je pense notamment les laveurs ont des machines qui aujourd'hui commencent à être bien équipées, bien développées, mais par exemple, ils travaillent pour essayer de pouvoir gratter tous les formats d'étiquettes. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des étiquettes qui sont collés avec des cols qui ne peuvent pas être enlevés. Et ça, c'est un vrai obstacle au réemploi. Les bocaux, les contenants, quand ils retournent chez le metteur en marché, ils doivent être comme neufs. Donc, on ne peut pas avoir de traces d'étiquette. Donc, si une étiquette n'est pas décollable, bah, le contenant part à la poubelle alors qu'il était potentiellement réemployable. Donc, le sujet de l'étiquette est vraiment important. Et ils sont en train d'essayer de s'équiper de gratteuses d'étiquettes pour pouvoir enlever toutes les étiquettes. Mais en attendant ces solutions, nous, on accompagne les producteurs pour qu'ils utilisent les bons formats d'étiquettes. Vas-y, tu peux passer, Léa. Au niveau européen, rapidement, donc, on a un texte qui vient un peu confirmer les objectifs de la loi AGEC, même si le texte est beaucoup moins ambitieux que ce qu'on aurait voulu et beaucoup moins ambitieux que le cadre français. Donc, on a quand même des objectifs de réemploi dans la PPWR. Donc, on a un accord final sur la PPWR et le texte va être voté définitivement et publié dans toutes les langues officielles en fin d'année. Donc, on a bien des objectifs de réemploi, notamment pour le secteur des boissons, 10% en 2030 puis 40% en 2040. On a des dérogations pour le secteur du vin, malheureusement. On a aussi des dérogations pour le secteur des produits très périssables. C'est-à-dire que pour ces secteurs-là, on n'a pas d'obligation de réemploi au niveau européen. Donc ça c'était vraiment un point bloquant pour nous parce qu'en France, nous, les obligations de 10% d'emballage réemployé, elles s'imposent à tous les metteurs en marché, y compris les vignerons, y compris les spiritueux, y compris les produits périssables. Donc la question pour nous, c'est de savoir est-ce que nos 10% continuent à s'appliquer à tout le monde ou est-ce que demain, un producteur de vin français pourra dire moi, je ne m'intéresse pas aux 10% d'emballage réemployé en 2027 puisque le droit européen m'exempte d'obligation de réemploi. Sur ce point, la DGPR est en train d'écrire une note d'impact qui va venir vraiment clarifier ce qui va continuer à s'appliquer en France ou pas par rapport à la PPWR, sachant que la PPWR donne une flexibilité aux États membres pour, dans certaines conditions, aller plus loin que ce que prévoit la PPWR. Donc, nous, on va effectivement essayer de pousser pour que toutes nos obligations qui existent en France et qui n'existent pas au niveau européen puissent continuer à s'appliquer. La bonne nouvelle, c'est que par contre, dans la PPWR, on a une obligation de reprise pour les distributeurs, ce qu'on n'a pas en France. Donc ça va être très intéressant pour nous, puisque cette obligation, l'absence d'obligation de reprise, c'est un vrai frein au réemploi. Donc on a des objectifs de réemploi aussi dans la restauration emportée et livrée, et malheureusement pas d'objectif de réemploi pour la restauration sur place. Par contre, une interdiction de plastique à usage unique pour la restauration sur place. Vas-y, tu peux passer. Bon, ça, je vous en ai parlé, donc on peut avancer. Et ça, c'est une frise qui vous rappelle un peu toutes les grandes échéances. Alors, je ne sais pas comment on est au niveau timing. Est-ce que je peux... Oui, je peux peut-être prendre quelques questions. Vous Ouais. aurez accès évidemment Oui. au support de présentation Tout à par la fait. suite, mais voilà, profitez de la présence de Lucia pour poser vos questions si vous en avez. Si le micro marche pas, n'hésitez pas aussi à l'écrire sur le chat et puis je me ferai votre porte-parole. Tu étais tellement claire, Lucia, que personne n'a de questions. Moi, je vais être obligée de vous quitter à 10h. Donc, si jamais il y a des questions qui surgissent, n'hésite pas, Léa, Ouais. à me les communiquer.
Très bien, oui, on prendra note. Est-ce que du coup, toutes les personnes présentes ont pu se retrouver dans la présentation? Est-ce qu'il y a même peut-être à ce stade des remarques ou des interrogations? On a essayé de brasser assez large sur les thématiques. Il y a beaucoup de Léa dans ce webinaire, donc Léa Oui, de c'est vrai. Petit Fripon dit que c'était très clair. Merci Lucie en tout cas de ton Merveilleux, intervention. merci. Peut-être une question qui est en train d'être écrite. D'accord. Et puis si on n'a pas d'autres, on pourra passer peut-être au témoignage. Oui. Bon, apparemment c'était super clair. Personne n'a de questions finalement. Bah, merci Très beaucoup bien. Lucia. Eh ben, on peut. Bah, Ouais. merci Merci beaucoup à beaucoup, vous Lucie. et je suis à votre disposition. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Donc Léa, on passe à la suite? On peut, oui, oui, tout à fait. Oui, je vais peut-être juste introduire hyper rapidement. Donc Oui. voilà, l'idée c'était aussi de se dire, là vous avez eu tout le contexte réglementaire qui peut-être que vous saviez même pas que certaines obligations vous concernaient déjà et vous concerneront dans les mois et dans les années à venir. Et puis voilà, les solutions notamment de financement qui sont à votre disposition. Mais c'était aussi important pour nous de vous montrer des exemples concrets d'entreprises qui travaillent sur le secteur du vrac et du réemploi et qui sont issues de la région Centre-Val de Loire bien sûr, qui qui ont le projet d'œuvrer dans le Cher notamment. Donc voilà, ce sont les deux personnes qui vont intervenir, ce sont des adhérents de Réseau Vrac et Réemploi à l'échelle de la région Centre-Val de Loire. Donc en premier lieu, on va avoir une présentation donc, du projet Consignez-moi par Aurélie qui va du coup prendre la parole et présenter son dispositif et son projet. Oui, bonjour à tous. Donc, voilà, je suis Aurélie Richin, je porte avec deux autres personnes le projet de Consignez-moi qui vise à développer une filière de réemploi des emballages en verre. Du coup, je peux peut-être partager mon support, moi. Je pensais qu'il était intégré. Oui, tout à fait, oui, on peut. Je vous laisse la main. Ouais, ok. Est-ce que c'est bon? Oui, parfait, on le voit Ouais. bien. Ok. Merci. Donc voilà, le projet il est de créer une filière du réemploi. Je pense qu'avec la présentation précédente, vous avez compris les enjeux. On est pour le moment sous un format associatif. C'est une association qui a été créée il y a 2 ans, qui est composée à la fois de citoyens et de professionnels. C'est quelque chose qui est important pour nous, qui souhaitent s'engager dans la réduction des déchets sur le sujet du réemploi. Donc, on inscrit notre projet dans le champ de l'économie sociale et solidaire, et puis dans un périmètre régional. Donc, voilà, il y a beaucoup de logos, et je suis en train d'en rajouter, c'est plutôt bon signe parce qu'on est bien soutenu par des acteurs publics ou bancaires aussi. Et puis, le projet est aussi accompagné par voilà, un incubateur de l'innovation sociale et puis l'Union régionale des sociétés coopératives qui s'inscrire dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on est adhérent à Réseau Vrac et Réemploi. Donc, voilà, en quelques mots, l'association. Donc, l'enjeu, voilà, quand on parle de recyclage et de réemploi et quand on l'applique au champ des emballages en verre, il est vraiment de pouvoir réduire cette boucle parce qu'aujourd'hui, en fait, les bouteilles en verre font des milliers de kilomètres. Euh, et en fait, bon, l'aberration en fait, du recyclage pour les bouteilles en verre, c'est vraiment que l'objet final devient la même chose que l'objet initial. C'est ça qui est vraiment aberrant dans le système actuel. Autant le recyclage peut être adapté quand il y a une valorisation du déchet. Sur le verre, il n'y a pas du tout de valorisation ou de transformation. C'est une bouteille, on la casse et on refait une bouteille, c'est entre-temps, voilà, on a fait toute cette boucle-là, alors que le réemploi permet de réduire la boucle. Je ne vais pas revenir sur les définitions, puisque dans la première partie,
on a insisté sur ces éléments réglementaires, mais voilà, on est vraiment sur un enjeu de réduction de nos déchets, ce qui est impactant aussi pour les opérateurs publics qui ont des obligations de réduction des déchets. Donc le réemploi du verre, correspond à 3 enjeux. Bon, le premier enjeu, il est écologique, puisque voilà, on économise des ressources, hein, tout simplement, et on sait qu'elles sont précieuses, des ressources en eau, des émissions de CO2 et des ressources en énergie. Tous ces chiffres-là, en fait, ils sont issus de l'ADEME. Enfin, il y a de multiples études qui ont été sorties. C'est des chiffres qui sont consolidés, donc, et non contestés. Alors, ils peuvent être contestés, parce que là, on peut toujours contester les chiffres, mais en tout cas, dans l'absolu, ils ne sont pas contestables, parce que c'est vraiment des études par des professionnels qui vont assurer ça. À titre d'exemple, alors j'ai donné les chiffres orléanais parce que pour le moment, enfin, j'expliquerai, on a mené une expérimentation à l'échelle orléanaise. Pour le moment, en fait, pour avoir aussi une idée du poids des déchets, en fait, chaque Français jette à peu près 500 kilos de déchets par an. Donc, c'est des volumes qui sont très importants. Et chaque collectivité là s'engage dans des programmes de réduction du poids de ces déchets, c'est une obligation, et le poids du verre représente à peu près 35 kilos de déchets par an et par habitant. C'est un volume qui est en poids le deuxième gisement des déchets. Jusqu'à présent, enfin, le premier, c'est les biodéchets, donc on a agi, voilà, on continue d'agir parce que c'est pas encore fini pour réduire notre volume de déchets dans la poubelle liés aux biodéchets. Maintenant, la prochaine étape, elle est vraiment liée au verre, parce que quand on veut réduire de façon substantielle le poids des déchets, et ben le verre, c'est super en fait, parce que c'est lourd, hein, tout simplement. Il y a aussi un enjeu économique pour les professionnels. Ça, c'est la courbe du prix du verre l'année dernière, depuis 1995, on voit clairement le pic d'augmentation du prix du verre. Alors là, il faudrait que j'actualise, mais il y a un mois ou deux, l'indice n'était pas encore sorti. On sait que ça a un peu tendance quand même à baisser. Après, il ne faut pas se leurrer. Le coût de l'énergie va continuer structurellement à être élevé. Quand on sait que pour fabriquer une bouteille en verre, il faut la chauffer à 1500 degrés pendant 24 heures, le coût de l'énergie est un facteur extrêmement important quand on parle de fabrication de verre. Et quand on parle de réemploi du verre, on n'est pas à ce point-là concerné, puisque pour laver une bouteille en verre, c'est une eau à 85 degrés pendant 15 minutes. Donc forcément, quand on fait le delta avec 1500 degrés pendant 24 heures, on voit bien que la consommation d'énergie et l'impact, il est majeur. Et donc, ça, il y a un vrai enjeu par rapport aux producteurs, parce que s'ils ne s'engagent pas dans le réemploi, ils vont, enfin, le coût de la bouteille à acheter va venir directement impacter leur coût de production et leur coût de vente auprès du consommateur. À cela, c'est rajouté aussi, se rajoute parfois des difficultés d'approvisionnement. Enfin, ça a été le cas quand il y a une explosion du coût de l'énergie. Les producteurs ont rencontré beaucoup de difficultés à s'approvisionner en bouteilles en verre. Donc, sur le réemploi, toutes ces problématiques-là sont écartées, et les versants aussi positifs, c'est que le réemploi est créateur d'emplois qui est non délocalisable. Enfin, pour parler concrètement, en région centre, on n'a pas d'usine derrière. Enfin, même si on a Duralex près d'Orléans, mais ils ne fabriquent pas de bouteilles en verre, de verre, mais pas de bouteilles. Donc, il n'y a pas d'industrie verrière des bouteilles. Donc, il y a 0 emploi créé lié à la fabrication des bouteilles en verre. Alors que si il y a un laveur qui sont mis en place et des circuits de collecte, ce seront des emplois qui seront créés en région centre. Et il peut y avoir aussi un impact sur le consommateur, parce qu'en Alsace, ils n'ont jamais arrêté de pratiquer la consigne des bouteilles en verre, et des études là aussi de l'ADEME montrent que le consommateur alsacien, s'il n'y avait pas cette pratique de la consigne, paierait certainement sa bouteille de bière 10 à 20% de plus. Donc on sait que sur un système qui est massifié de réemploi, il y a des économies d'échelle importantes qui peuvent se réaliser avec un impact pour le consommateur à terme.
Le troisième enjeu, il est réglementaire, mais là, je pense qu'on a largement détaillé ces éléments-là, juste pour dire qu'il y a un cadre réglementaire aujourd'hui qui est posé, qui, voilà, à mon sens et à notre sens, Consigne-moi n'est pas assez ambitieux parce que c'est vrai que pour les professionnels, c'est compliqué de se dire finalement, bah, voilà, la fin du jalon, c'est 2027. On aimerait bien qu'il y ait les jalons d'après. Bon, bah, si on est quand même positif sur la description de ce jalon-là, on se dit que si on a fait 10%, finalement, on a fait le plus dur en termes d'amorce. Une fois qu'on a fait 10%, rien n'empêche d'aller sur 20-30% par soi-même. Donc, c'est des jalons qui sont importants et qui fixent un cap, mais le réglementaire n'est pas suffisant. C'est-à-dire que si derrière, il n'y a pas des opérateurs qui arrivent à proposer une solution professionnelle, bah, en fait, ça ne sert à rien, pour être clair. Donc, bon, voilà, les pratiques réglementaires, mais encore une fois, on les a vues. Donc, le projet de Consignez-moi, il est de pouvoir engager toute la chaîne d'acteurs qui est décrite. Ça va du producteur pour qu'il adapte ses étiquettes, pour qu'il adapte les bouteilles standardisées. Donc, il y a un accompagnement à faire auprès des producteurs, tout type, hein, producteurs de bière, de jus de fruits, de vin, les magasins qui, en fait, aujourd'hui, dans la mesure où la consigne n'est pas obligatoire, proposer un espace pour que le consommateur puisse ramener ses bouteilles, ce n'est pas forcément spontané, puisqu'il n'a pas d'obligation, et donc pourquoi dédier des mètres carrés? Alors, via des systèmes de gratification du consommateur qui a des bons d'achat, bon, voilà, des fois, c'est ce côté fidélisation du client qui fait que les magasins s'y engagent, et puis c'est aussi cohérent, s'il y a des producteurs qui s'engagent, il faut bien que la chaîne se construise ensuite. Donc, il y a aussi voilà, des magasins, les grandes surfaces s'y mettent, des magasins engagés sur les filières bio et vrac s'engagent aussi sur le réemploi. Au niveau du consommateur, puisque même si voilà, les derniers sondages l'année dernière montrent que 90% des consommateurs sont favorables à ce système de consigne, il faut que le système il soit simple pour le consommateur. Hein. S'il doit faire des dizaines de kilomètres pour ramener la bouteille de jus de fruits à tel endroit, la bière à tel autre, machin, enfin, c'est pas viable. Mais on sait que c'est un levier qui est extrêmement puissant. Cette approche favorable du consommateur et sur le réemploi des bouteilles en verre, alors on utilise le terme technique de réemploi des emballages en verre, et en fait, c'est la consigne des bouteilles en verre, et les plus de 45 ans, ils ont connu ça dans leur jeunesse, et ça parle tout à fait, donc il y a vraiment un a priori extrêmement positif, et ça, c'est un vrai levier aussi pour que les professionnels s'y engagent, parce qu'ils savent que ça répond à une attente réelle du consommateur. Donc, c'est pas, enfin voilà, après, c'est à nous de proposer des systèmes qui soient faciles, mais dès lors que le système est facile, le consommateur y adhère extrêmement facilement. Donc, sur ces trois premiers volets, donc, dans le cadre de l'expérimentation menée dans l'association, on a bien travaillé sur ces trois volets-là à l'échelle du bassin orléanais. Maintenant, la perspective, elle est de travailler sur ces deux autres volets. Alors, on a quand même, on a engagé avec nous des professionnels, on assure de la collecte et on procède à du lavage. Pour le moment, voilà, sur des petits volumes et dans un cadre associative, donc voilà, au niveau de la viabilité économique, elle est très spécifique puisqu'elle fonctionne grâce à des subventions publiques. Lucia l'a bien explicité, hein, l'enjeu de la collecte, il est important, il est très impactant en termes de coûts. Donc ça, c'est l'objectif, c'est d'aller sur ces axes-là pour qu'en région centre, il y ait un opérateur de lavage qui soit mis en place, puisque ce qui est pertinent, c'est qu'il y ait une station de lavage dans un rayon de 200 km. Au-delà, l'impact environnemental du projet, il se réduit. Donc, alors, je vais y passer vite parce que j'aurais dû les passer en parlant. Enfin, voilà, il y a quelques illustrations de, concrètement, ça, c'est des emballages, c'est des producteurs qui se sont engagés. Donc, bon, on voit bien que s'il n'y avait pas le pictogramme du réemploi, on ne verrait pas que c'est complètement transparent pour le producteur en termes d'étiquette, de marketing, c'est pas impactant le réemploi. Bon, ça, c'est des exemples de mobilier qu'on met en place pour la collecte. Voilà, nous
des actions de sensibilisation, elles se font sur tous les champs, c'est-à-dire auprès des citoyens, mais aussi de professionnels. Ça, c'est une photo qui avait été prise à la CMA du Loiret, mais on a fait aussi des interventions équivalentes dans d'autres CCI ou CMA du département pour faire germer et faire connaître. Au niveau de la logistique, donc voilà, comment on stocke. On a testé aussi en cyclo-logistique parce qu'en milieu hyper urbain, c'est aussi des outils qu'on doit pouvoir développer. Et donc, même si c'est lourd, c'est un peu volumineux, les bouteilles, en fait, c'est tout à fait faisable aussi en cyclo-logistique. C'était important de pouvoir le tester. Et puis, en fait, on n'est pas seul non plus sur des projets comme cela. En fait, dans d'autres régions ailleurs en France, des initiatives équivalentes existent. En région centre, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, il y a ces processus-là qui émergent petit à petit avec voilà, un certain nombre d'exemples là, qui peuvent exister ailleurs sur le territoire national et sur lesquels voilà, on souhaite bénéficier de leur expertise et puis s'inscrire dans le processus déjà enclenché ailleurs. Et donc voilà un peu où on en est. Voilà, créé il y a 2 ans maintenant, une phase d'expérimentation. Là maintenant, on est dans la phase où on souhaite faire émerger une société coopérative, alors avec des sigles un peu spécifiques, bon, société coopérative d'intérêt collectif, donc SIC. Ça veut dire que c'est aussi on souhaite amener avec nous aussi les professionnels, y compris dans le sociétariat de l'entreprise. Donc, ils peuvent être simplement clients, hein, ça c'est possible, mais on sait qu'une filière telle que celle-ci sur un secteur émergent, une des clés de réussite, c'est aussi s'embarquer collectivement, donc s'engager collectivement. Au-delà d'être client, c'est aussi co-construire un projet de territoire ensemble sur une filière. Donc ça, c'est un enjeu qui est important, qui n'est pas facile, on va pas se leurrer, parce que les professionnels ils ont aussi des fois d'autres priorités en ce moment qui fait que le réemploi des fois arrive un peu en dessous. Donc voilà, il faut qu'on les accompagne là-dessus pour continuer cette dynamique du réemploi. Et puis voilà, la perspective c'est de se développer et de passer de la bouteille cassée à la bouteille on réemploi. Donc voilà le projet de Consignez-moi, où on en est et ce sur quoi on travaille et on a besoin voilà, vraiment d'amener avec nous largement les professionnels, les consommateurs. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait Merci beaucoup. des questions? Oui, les perspectives du projet, sur le développement, sur la construction de la site ou d'autres? N'hésitez pas à prendre la parole ou à passer par l'écrit hein, si besoin. Peut-être moi, en attendant, j'en ai une. Parmi les parties prenantes de ce projet, notamment les entreprises, quel type d'activités ont le plus pris part à la démarche pour l'instant? Dans la mesure où là, on était quand même plus dans le bassin orléanais, c'est des microbrasseurs et puis là, un producteur de jus de pomme. On sait que le gisement le plus important, il est sur la viticulture. Dans le bassin orléanais, on n'a pas réussi, on a eu quelques contacts, mais il n'y avait pas. Voilà, le modèle est pas. Il n'y a pas suffisamment de viticulteurs en fait. Dans d'autres régions en France, c'est plutôt ce secteur-là qui est amené. Mais c'est aussi le marché qui est clé parce qu'en termes de ça reste le marché de la viticulture qui est le plus important. Mais voilà, c'est plutôt des microbrasseurs en fait, avec l'avantage, c'est que déjà ils étaient déjà sur des formats de bouteilles globalement déjà standardisés. Ça répondait, donc ça c'était facile. Il y a aussi beaucoup de pratiques de vente directe ou dans des circuits très courts sur les microbrasseurs. Donc, par rapport au processus de récupération, c'était plus simple. Après, au niveau des autres professionnels, il y avait notamment Biocoop, un magasin Biocoop. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, on touche d'autres typologies de producteurs. Ce pas des producteurs locaux, mais voilà, on a là pas mal de bouteilles de vin, des pillages de fruits. Voilà, on a une variété de bouteilles et ça permet de construire aussi ce modèle avec d'autres types de bouteilles. D'accord. Merci beaucoup. Je crois qu'on a une question dans le chat.
Ouais, il y a une question sur un nombre de bouteilles minimum. Alors, Cilia, vous voulez préciser un peu votre question sur est-ce que ça concerne une structure professionnelle pour rejoindre? Est-ce que ça concerne le Le gisement nécessaire projet, pour ouais. ouvrir? Ah, peut-être qu'il y a un souci de micro. Ouais. Avant de passer au prochain témoignage. Alors, je peux répondre aussi sur les deux aspects. Ouais. En fait, nous, sur le volume minimum de bouteilles, alors, on est encore en train de l'affiner. Parce que, on sait qu'en gros, il faut que pour que le modèle économique soit viable, compte tenu d'un certain nombre de charges fixes, il faudrait qu'on arrive à laver entre 2 et 3 millions de bouteilles par an. C'est des volumétries qui sont mathématiquement très atteignables. Hein. C'est-à-dire que chaque Français jette à peu près une bouteille par semaine. On est 2,5 millions d'habitants en région centre, même s'il n'y a que 10%. Enfin voilà, les calculs font que ce gisement potentiel entre 2 et 3 millions, il est atteignable. Là où il doit être atteint, c'est-à-dire qu'on a encore des inconnus sur la conversion effective des professionnels, même si la loi dit 10%, voilà, dans les faits, il faut que cet objectif il soit réellement atteint. Après, on sait aussi que sur nos taux de retour, alors même si voilà, dans nos calculs, on sait qu'on est sur des taux de retour, alors en fait entre 30 et 60%. S'il y a une incitation monétaire, on tend plus vers le 60%. S'il n'y a pas d'incitation monétaire, on tend plus vers le 30%. Après, c'est vraiment la question de caractère pratique aussi qui joue. Après, voilà, ça fait que ces chiffres-là, ils sont importants. Voilà, on parle en millions de bouteilles. Mathématiquement, théoriquement, ils sont atteignables, mais on sait que pour ça, il y a quand même des prérequis importants à atteindre. Et c'est pour ça qu'on est vraiment sur des constructions de filières et que les opérateurs, que ce soit les éco-organismes ou les opérateurs publics, sont vraiment en soutien des structures parce que il faut que ça émerge. Alors, hormis si le réemploi des emballages en verre et la consigne devient important, enfin obligatoire, je veux dire presque on fera la bascule du jour au lendemain. Sinon, c'est un processus qui s'inscrit quand même dans la durée. Après, pour un producteur en tant que tel, pour faire laver, il n'y a pas de minimum en tant que tel. Voilà, nous, on a un coût de revient à l'unité de la bouteille, donc on a un prix de facturation on aura, pour le moment non, on aura un prix de facturation à l'unité de la bouteille, et après, en fait, à cela se rajoutent aussi des frais de collecte. Donc, c'est sûr que plus la collecte est faible, plus ces frais-là, ils s'avèrent importants. Donc, je ne vais pas dire que, en fait, je veux dire presque chaque cas est particulier parce qu'il y a des professionnels, ils vont prendre le parti de nous amener, enfin, je dis nous, par rapport au modèle qui se pratique dans d'autres structures. Il y a des structures, ils disent, nous, en gros, on est laveurs. Si vous nous amenez vos bouteilles, c'est vous qui prenez en charge la collecte. Nous, on vous facture uniquement le lavage. Et puis, des fois, il y a des modèles où finalement le producteur, lui, il produit. Après, il rachète les. Enfin, je sais pas si je suis claire. Alors, dans le premier cas, en fait, le producteur amène ses bouteilles, les lave et il récupère ses bouteilles. Voilà, donc on facture que la bouteille lavée. Et dans d'autres cas, le producteur met sur le marché des bouteilles. Elles font un circuit, elles sont vendues dans plein de réseaux de distribution. Nous, on les collecte auprès de chacun de ces réseaux, on les lave, et après, le producteur, il nous rachète des bouteilles comme quand il l'achète à son négociant en verre des bouteilles. Et donc, forcément, sur ce coût-là, s'agrègent les coûts de collecte massifiés. Enfin, voilà, ces coûts de collecte massifiés viennent s'agréger en plus du coût de lavage. Donc, c'est les deux types de prestations de lavage qui sont facturés. Le premier cas s'appelle le lavage à façon. Donc, on lave que le lavage, mais le producteur doit gérer lui-même la logistique, la collecte et le transport. Et puis dans le deuxième cas, la logistique et le transport est mutualisé. Mais voilà, dans ce modèle-là, on sait qu'il y a un enjeu de massification pour réussir à tirer les coûts. Merci beaucoup pour tous ces compléments. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Je propose qu'on passe à la présentation suivante pour laisser aussi un peu de temps de questions après.
Alors, je vais reprendre la main sur la présentation. Est-ce que vous voyez bien mon écran cette fois-ci? Oui, on voit l'écran, il n'y a pas de souci. Parfait. Donc, Marie, Oui, bonjour. est-ce que Léa, bonjour. Est-ce que Léa, tu veux introduire un petit peu, peut-être avant ou... Oui, enfin, Marie pourra se présenter, mais du coup, donc Berry Grain, une entreprise à Néronde qui produit donc des super graines. Marie précisera lesquelles donc dans leur exploitation agricole, mais qui a aussi un projet de structuration de cette filière-ci et qui vend notamment une grande partie de ses graines en vrac. Vas-y, C'est ça, Marie, effectivement. si tu veux C'est ça. représenter. Donc, pour représenter un petit peu voilà, Berry Grain, il faut savoir que nous, en fait, on est producteurs de céréales et légumineuses depuis 2017. Donc, on a commencé avec le quinoa, puisqu'en fait, si vous voulez, nous, notre but à la base, c'était vraiment de développer des graines rustiques. Donc, tout ce qui est quinoa, on a aussi des lentilles, des pois, on peut avoir du chia, du lin, enfin voilà, différentes graines, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, on cultive plus de 15 références. Donc, si vous voulez, sachant là, les produits que l'on cultive, parce que c'est quand même des produits secs, ça a été pour nous assez facile et ça a été aussi une évidence de se dire voilà, qu'on voulait vendre en vrac, puisque déjà ça fait partie de nos valeurs, puisque voilà, nous, ce qu'on prône à l'heure actuelle, c'est vraiment la qualité des produits, la préservation de l'environnement et aussi voilà, d'autres éléments comme la juste rémunération de l'agriculteur et la traçabilité du champ à l'assiette. Donc, vraiment, ça s'y prêtait parfaitement. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a voulu se lancer dans le vrac dès le début. Si vous voulez, ça n'a pas été une question qu'on s'est posée ou en mode est-ce qu'on se disait est-ce qu'on veut vraiment faire du vrac? Est-ce qu'on va réussir à le faire en termes de logistique? Donc voilà, pour nous, ça a été, on va dire, une évidence. Donc au début, c'est vrai qu'on a eu deux choix voilà, qui s'offraient à nous. C'était aussi de soit faire des sachets, soit faire du vrac. Donc nous, on a choisi de faire du vrac en sac craft. Donc c'est le conditionnement qu'on utilise. Le sac craft, pour nous, c'est bien dans le sens où en fait, on peut conditionner en grande quantité. À l'heure actuelle, on propose à nos clients différents conditionnements, donc soit 5, 10 ou 25 kilos. Donc, ça laisse aussi le choix, si vous voulez, au client de pouvoir choisir son conditionnement, suivant aussi son espace de stockage. Donc voilà, pourquoi on a choisi le sac craft, c'est aussi parce que dans un premier temps et aussi à l'instant T, ça nous permet d'avoir un coût moindre, puisque c'est vrai que le sac craft, c'est pas ce qui est plus cher, et en termes de logistique également, puisqu'on peut garder aussi 100% de notre activité chez nous, hein, puisque tout est fait chez nous. Si vous voulez, nous on récolte, on fait aussi le tri des graines, donc on conditionne et ensuite on vend. Donc, le sac craft, ça nous permettait aussi de garder cette activité qui était le conditionnement. Donc, on fait vraiment tout chez nous. Donc, voilà. Après, nous, avec le sac craft, ce qui est bien pour nous aussi, c'est qu'on travaille à flux tendu. Si vous voulez, en fait, une fois que la graine est triée, on la conditionne en big bag. Et dès qu'on reçoit des commandes clients, on la conditionne en sac craft, donc ce qui nous permet en fait, si vous voulez, de ne pas avoir beaucoup de stock, de ne pas avoir de gaspillage de sacs ou de choses comme ça. Donc, en termes de gain de place, de gain de temps et aussi en termes d'utilisation des sacs, voilà, on s'y retrouve. Donc, pour l'instant, on travaille comme ça. Après avoir effectivement comment on peut évoluer, mais depuis le début, depuis 2017, ça se passe comme ça. Alors après aussi, on se pose la question, donc je rebondis par rapport au témoignage précédent. C'est vrai que nous, on se pose la question de pourquoi pas faire de la consigne voilà, dans un futur proche, à moyen terme, puisque nous, on aime bien aussi s'adapter aux besoins de nos clients. Et c'est vrai qu'on a récemment posé la question à nos clients et c'est vrai qu'il était quand même une majorité à vouloir qu'on fasse de la consigne, tout simplement. Donc, voilà, c'est une question qu'on se pose. Après, effectivement, ça a un coût qui est différent du craft. Ça a une logistique qui est différente également, comme c'était expliqué, hein. Donc, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Mais pour l'instant, le système du sac craft nous convient à nous et convient à nos clients, même si effectivement, la consigne, ça reste le mieux, hein, bien sûr. Mais voilà, après, nous, on n'a pas vraiment vu de points négatifs au sac craft, mis à part peut-être le fait, effectivement, que quand c'est conditionné en 10-25 kilos, ce qui peut être compliqué, c'est qu'une fois que le silo est rempli, forcément, il reste du stock dans le sac. Donc, pour la conservation des graines, c'est vrai que nous, ce qu'on privilégie, ce qu'on conseille à nos clients, c'est de les mettre voilà, dans des grands bacs fermés pour que ce soit bien hermétique. Voilà, c'est la seule, on va dire,
seul point, on va dire, un petit peu négatif du sac Craft, mais sinon, on n'a eu que des retours positifs. Voilà, donc ça aussi, c'est bien et ce qui nous permet aussi et ce qu'on aime bien avec le sac Craft, c'est qu'on peut s'adapter très facilement aux besoins de nos clients. Si vous voulez, pour, un certain type de nos clients, on a pu très facilement, changer le conditionnement, c'est-à-dire qu'à la base, on faisait du 5-10-25 comme je le disais, mais là, de récemment, on a aussi mis en place du 1 ou 2 kilos pour des graines voilà, qui s'utilisent en assaisonnement et qui sont plus propices à être 1 ou 2 kilos plutôt qu'en 5 kilos, par exemple. Et ça nous a permis voilà, de changer en très peu de temps, puisqu'il n'y a pas besoin voilà, de changer de packaging, de changer d'étiquette ou de choses comme ça. Ça reste la même méthode de fabrication. Donc, ce qu'on aime bien aussi, c'est que on peut s'adapter très facilement aux besoins de nos clients sans forcément prendre plus de temps ou qu'il y ait voilà, besoin de plus de logistique pour nous. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a choisi le sac Craft et on est très content voilà, de proposer aussi une gamme vrac à nos clients parce que ça permet aussi de pouvoir aussi toucher une cible différente et ça reste aussi, comme je le disais tout à l'heure, dans nos valeurs. Donc voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci beaucoup à toi, Marie. Merci. Y a-t-il des questions? Il y a des questions aussi sur voilà, les processus, même si ce n'est pas des super graines, les processus peuvent être similaires pour d'autres produits. Oui, voilà, après, j'ai dit effectivement mon témoignage, mais c'est vrai qu'après, ça peut s'adapter vraiment à tous les produits. C'est vrai que Ouais. nous, ça s'adaptait parfaitement parce que c'est des produits secs. Donc, on n'a pas eu, si vous voulez, ce souci de se dire, voilà, effectivement, comment on va faire pour la conservation? Est-ce que le produit ne va pas perdre en saveur dans le sac Craft? Voilà, nous, il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Après, effectivement, tout dépend du produit que l'on fabrique. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement des questions? Le vrac est vraiment une belle opportunité comparée à votre entreprise, comparée à la vente classique. Parce que vous faites aussi du pré-emballé. Du coup, je pense que Alors nous, on a deux. Oui, effectivement, en fait, si vous voulez, puisque voilà, on a voulu aussi répondre à tous les besoins clients, on a deux types de produits. Donc, on a des pré-emballés et on a du vrac, mais le vrac reste vraiment notre plus grosse vente, que ce soit en sac Craft ou en big bag. Mais voilà, c'est vrai que si vous voulez, le côté sachet, ça reste une petite partie de notre production, voilà, pour des clients, pour des particuliers ou des clients autres. Mais ouais. Le vrac, ça reste vraiment une de nos volontés aussi, c'est de développer le vrac. Et donc voilà. Ça reste peut-être, je dirais, j'ai pas les chiffres exacts, hein, mais je dirais au moins voilà, 80% de nos ventes. Super clair, merci beaucoup. Et ça inspire, ça donne des idées. Bah, top. J'espère que là, vous pourrez proposer également vos produits en vrac prochainement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Après, voilà, vous aurez, si Marie et Aurélie, vous êtes d'accord, vous aurez bien sûr les coordonnées des personnes qui sont intervenues. Si vous souhaitez approfondir les échanges, des fois, ça peut valoir le coup de se reparler un peu a posteriori une fois que vous aurez bien digéré toutes ces informations. Peut-être une dernière question Merci Aurélie. Avant de conclure, si jamais quelqu'un a une remarque. Bon, et ben, je pense que c'était Bon. plutôt clair. Et puis, nous sommes dans les temps en plus pour la fin de ce webinaire. C'est parfait. Alors, je passe la suite pour conclure. Hop, il me semble que tu avais des slides, Léa. Ah oui, bon, du coup, c'est la fin, mais vous savez déjà. Donc, l'idée, c'est maintenant, voilà, vous avez eu plein d'informations. On espère qu'on a justement planté des graines et même des super graines, sans mauvais jeu de mots, dans vos esprits pour que vous puissiez voilà, vous pencher un peu sur notre filière. Je vous avais mis un petit peu votre to-do list, hein, maintenant des choses à faire par la suite, une fois que vous aurez bien revu ce que vous avez peut-être appris ou réappris aujourd'hui. Pour s'y mettre maintenant, pour enclencher un peu un plan d'action, on continue de bien se renseigner, de se documenter, de s'informer.
peut-être de voilà ce qu'on a commencé à faire ce matin, de savoir qu'est-ce qui se fait autour de vous, de rencontrer d'autres entreprises, d'autres structures qui le font dans différents secteurs. Là, si vous voyez à l'écran la photo de gauche, c'est une entreprise dans le Loir-et-Cher qui fait du lavage d'emballage industriel, de produits industriels. Et à droite, c'est une pharmacie qui propose des produits de dermocosmétiques en vrac. Donc, vous voyez que ça touche vraiment tous les secteurs, des secteurs encore différents des deux témoignages que l'on a eus précédemment. Et ensuite, voilà, après, le passage au vrac et au réemploi, ça nécessite aussi beaucoup de communication et de sensibilisation, aussi bien en interne de vos équipes, ça peut être des projets vraiment menés avec les collaborateurs, que ensuite, après, auprès de vos clients, de vos réseaux, communautés, partenaires, pour expliquer ce changement, pour voilà, peut-être rassurer. Le changement, ça fait toujours peur. Et évidemment, je ne peux que vous rappeler que nous avons une convention de partenariat avec la région Centre-Val de Loire, donc entre Réseau Vrac et Réemploi et la région Centre-Val de Loire. Donc c'est le moment de saisir cette opportunité d'un accompagnement potentiel voilà, pour aller plus loin sur des questions juridiques, pour aller plus loin sur des enjeux de formation, pour peut-être un accompagnement au financement. Et puis Léa parlera également du côté de la CCI, c'est aussi l'occasion voilà, de bénéficier peut-être d'un double accompagnement sur ces sujets-là. Donc surtout, n'hésitez pas. Et puis la dernière slide, je vous rappelle juste les prochains rendez-vous pour notre filière. Donc côté citoyen, je vous le disais, nous avons le mois du vrac et du réemploi en mars 2025. Et puis avant ça, c'est pas porté par Réseau Vrac et Réemploi, mais un temps fort de communication pour nous. C'est la Semaine européenne de réduction des déchets, donc en novembre dans quelques mois. Le salon en mai l'année prochaine qui est réservé cette fois-ci aux professionnels, donc vraiment aux entreprises et aux collectivités. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux pour voilà, être un peu au courant de nos projets, des avancées de la filière, que ce soit côté citoyen, les messages de sensibilisation, ou côté professionnel sur notamment tout le travail de Lucia qu'elle vous a présenté précédemment. Merci beaucoup et puis Léa, je te laisse conclure si tu veux. Oui, merci. Du coup, je voulais juste représenter globalement l'équipe développement durable au sein de la CCI. Donc, pour ma part, je suis plutôt sur la partie accompagnement des industriels, voilà, avec le pilotage des ateliers collectifs dans le cadre de transition. Et aussi, donc, ma collègue Françoise Kervignot, qui est plutôt sur la partie commerçant, hôtel et restaurant. Donc, sur le programme qu'on vous a présenté tout à l'heure, voilà, on peut proposer aussi des accompagnements individuels et ça peut voilà, vous permettre déjà au préalable de faire un petit 360 et de voir. Bonjour Françoise. Voilà. Donc, ça vous permettra, enfin voilà, ça peut permettre de déjà faire le point sur où vous en êtes et nous, on pourra vous guider sur du coup les différents partenaires qu'on a ou voilà, vous proposer différents conseils. Donc, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Voilà, et donc pour conclure, on a un petit questionnaire de satisfaction à la fin de la présentation qu'on vous enverra. Et dans ce questionnaire-là, en fait, n'hésitez pas à vous prononcer sur des souhaits de sujets parce que voilà, on a plusieurs ateliers ou webinaires à organiser sur la durée du programme. Donc nous, ça nous intéresse d'avoir vos retours. Et voilà, en tout cas, il nous reste à vous remercier pour votre attention. On espère que ce sujet et cette présentation vous aura intéressé et que voilà, des projets pourront voir le jour sur notre territoire. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.